Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous de ce webinaire AFDN Nestlé qui s'intitule Comment concilier nutrition et impact environnemental dans l'assiette. Alors, ce webinaire fait suite à l'enquête à laquelle vous avez peut-être répondu au printemps 2022, enquête co-construite AFDN et Nestlé, qui avait pour but d'étudier et de renseigner la place et les rôles que se donnent les diététiciens en matière d'alimentation durable. On a eu l'occasion de présenter les résultats lors des journées européennes francophones des diététiciens à Lyon, il y a un mois maintenant, et ces résultats sont aussi publiés dans la revue, notamment Information diététique, revue parue il y a quelques jours. Et au cours de cette enquête, vous avez plébiscité le format webinaire pour vous informer, pour vous former sur la question de l'alimentation durable, parce que sur 530 répondants, vous étiez 96% à vous dire concernés par l'alimentation durable, mais seulement 15% des répondants signifiait être suffisamment formé et informé sur la question. Donc, vous avez demandé quel était le format le plus adapté. Vous avez répondu le webinaire et avec un horaire adapté comme celui de ce matin, donc ce qui justifie notre présence aujourd'hui à ce créneau horaire. On est très content de vous accueillir aussi nombreux. Alors, l'AFDN, on est euh, convaincu que le virage de l'alimentation durable est à prendre pour les diététiciens nutritionnistes, quel que soit leur secteur d'activité, en restauration collective, en ville, en établissement de soins. Et il nous semble, en tout cas, de notre mission de vous accompagner dans, ces, dans ces compétences. Donc, on espère que ce webinaire pourra vous permettre de vous apporter quelques réponses et on espère poursuivre ces webinaires sur la question de l'alimentation durable dans les mois à venir. Alors, il nous semblait intéressant de dialoguer avec un acteur de l'industrie agroalimentaire comme Nestlé pour développer des outils, parce qu'ils sont aussi pleinement concernés par le sujet dans le cadre de leur engagement en faveur de la transition alimentaire, avec une vision de santé assez unique du champ jusqu'à l'assiette. Donc, ça nous semblait important de dialoguer, de faire dialoguer professionnels de santé et industrie agroalimentaire, comme nous ferons dialoguer d'autres acteurs de la question de l'alimentation durable. Alors, l'alimentation durable, je pense qu'il faut aussi savoir planter le décor et de quoi parlons-nous. On peut se faire référence à la définition de la FAO qui date de 2010, mais qui est toujours aussi actuelle et qui nous dit que l'alimentation durable, ce sont des régimes alimentaires ayant de faibles conséquences sur l'environnement, qui contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu'à une vie saine pour les générations actuelles et futures. Cette définition nous dit que ces régimes alimentaires contribuent à protéger et à respecter la biodiversité et les écosystèmes. Ils doivent être culturellement acceptables, économiquement équitables et accessibles, abordables et bien sûr nutritionnellement sûrs et sains pour permettre d'optimiser les ressources naturelles et humaine. Alors on le voit bien d'après cette définition, l'alimentation durable résulte de la prise en considération de contraintes qui doivent être source de créativité et qui s'imposent à nous pour penser nos modes de vie et nos habitudes en tant que mangeurs, consommateurs. Donc ces contraintes, elles sont socio-économiques, culturelles, environnementales et nutritionnelles. Et puis, l'alimentation durable s'inscrit dans un concept plus large, celui de santé globale, concept qui a maintenant une vingtaine d'années. Santé globale qui est en fait un objet en constante évolution et qui renvoie à un cadre intellectuel et politique qui intègre les transformations de la santé publique internationale de ces 20 dernières années.
Comme l'explique Marc Nichter, qui est professeur d'anthropologie à l'Université d'Arizona, la santé devient globale, je cite, quand les problèmes de santé transcendent les frontières nationales, peuvent être influencés par les circonstances et les expériences d'autres pays et appellent à des réponses collectives. Et c'est cette dimension collective qui nous impose aussi de réfléchir la question de l'alimentation durable, non pas entre professionnels de santé, mais avec l'ensemble des professionnels et également des citoyens, hein, pour penser voilà, notre dimension de vivant et d'humain. Donc, je remercie les Nestlé pour l'organisation de ce webinaire. Et puis, je remercie aussi nos deux oratrices qui nous font le plaisir de participer à ce webinaire ce matin. Donc, Nicole Darmon, qui est directrice de recherche à l'INRAE à Montpellier, dont les travaux sont dédiés aux questions d'alimentation durable. Et Sandrine Monneray-Patry, chargée de recherche à l'INRAE également, mais à Dijon, au Centre des sciences du goût et de l'alimentation. Alors, je vous propose de débuter ce webinaire par l'intervention de Nicole Darmon, qui posera, la question de l'analyse des assiettes optimales sur la base de modèles alimentaires. Et puis, Sandrine interviendra dans un second temps pour nous donner des pistes quant à l'accompagnement des personnes avec l'analyse des freins et des leviers pour faire évoluer les comportements alimentaires vers plus de durabilité. Donc, je vous invite à préparer vos questions et à les poser après ces deux interventions. Donc, on va dédier une trentaine de minutes à voilà, un dialogue entre nos experts du jour et puis et vous. Donc, je laisse la parole à Nicole Darmon. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Ghislain, merci à la FDN et à Nestlé pour cette invitation. Merci aux participants et participantes d'être si nombreux. Franchement, c'est assez inédit. Je suis absolument ravie de voir l'intérêt suscité par cette thématique. Donc, effectivement, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment on peut voir quels sont les changements nécessaires pour aller vers une alimentation plus durable. Alors, est-ce que non, je ne peux pas bouger, moi, les diapos. Hein, donc, diapo suivante. Voilà. Donc, en fait, Ghislain nous a déjà donné la définition de l'alimentation durable, donc ça va être plus rapide maintenant. Je voudrais juste dire qu'effectivement, cette définition, la première qui a été donnée, c'est finalement il y a relativement peu de temps, puisque c'était en 2010 par la FAO. Et dans cette définition, souvent, quand on parle de durabilité, on parle de 3 dimensions. Mais en réalité, en tant que nutritionniste et acteur de santé, c'est important pour nous d'isoler aussi cette dimension comme une dimension à part entière. Donc moi, je parle plutôt de 4 dimensions. La dimension nutrition-santé, la dimension culturelle qui est extrêmement importante, c'est juste 2 petits mots, culturellement acceptables. Mais si ces alimentations, ces régimes ne sont pas culturellement acceptables, ils ne sont pas adoptés, et donc ils ne sont pas durables. L'économie, qui est une dimension complexe, parce qu'il faut à la fois que ce soit économiquement viable pour la chaîne des professionnels et les agriculteurs en particulier, mais abordable pour le consommateur en même temps, et l'environnement, bien sûr. Mais vous voyez qu'une alimentation durable, ce n'est pas uniquement une alimentation durable sur le plan environnemental, c'est effectivement le respect des 4 dimensions. Alors, diapo suivante. Donc, pour étudier ça, en fait, il va nous falloir des données. Alors, je parle là plutôt de recherche dans le champ de ma discipline, hein, qui est la nutrition et la santé publique, et les relations entre les consommations alimentaires, la qualité de l'alimentation et notamment donc, ses impacts environnementaux. Donc, c'était la diapo d'avant, plutôt. Voilà, pour dire que donc, une façon d'étudier cela, ça va être de croiser
des métriques, ce qu'on appelle les métriques de l'alimentation durable, ou bien des indicateurs qui vont représenter chacune des dimensions. Donc, pour la nutrition et la santé, on en a plein. En particulier pour la nutrition, on va évidemment se baser sur la composition nutritionnelle des aliments, sur les recommandations nutritionnelles, des scores de qualité, etc. Pour la culture, c'est plus compliqué d'aborder ça pour des études quantitatives. Moi, je vais parler d'études quantitatives. Je pense que Sandrine ira plus vers du qualitatif. Et nous, en quantitatif, la culture, les habitudes alimentaires, c'est quoi? On va se baser sur ce que les gens déclarent consommer aujourd'hui. On va considérer que ce qu'ils consomment aujourd'hui est ce qui est acceptable pour eux, sauf s'ils sont très fortement contraints, par exemple par des contraintes budgétaires. Mais en général, ils vont manger ce qu'ils aiment et ce qui leur plaît. Et donc, on va regarder de près ces consommations alimentaires observées, non pas pour rester figé dessus, mais pour savoir ce qui est quand même acceptable aujourd'hui par les gens. Et puis, pour la dimension économique, comme je vous l'ai dit, elle est très complexe à appréhender. Et souvent, dans nos études, on va juste regarder à minima le prix des aliments et le budget alimentaire des consommateurs. Pour la dimension environnementale, pendant assez longtemps, on n'a eu que l'impact carbone et on avait cette donnée pour juste quelques dizaines d'aliments et peut-être même pas des aliments, plutôt des productions agricoles. Aujourd'hui, depuis 1 ou 2 ans, on a la chance en France d'être vraiment très en avance sur cette évaluation des impacts environnementaux des aliments et donc de l'alimentation grâce à la base Agribalise qui nous donne aujourd'hui pour plus d'1 millier de produits alimentaires. Donc, évidemment, il s'agit quand même de produits génériques. On ne va pas jusqu'à la référence produit, mais quand même pour plus d'1 millier d'aliments consommés couramment, on a une quinzaine d'indicateurs environnementaux, donc pas uniquement les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi l'usage des terres, l'utilisation de l'eau. Il y a d'autres métriques qui sont plus complexes et plus controversées, et c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment encore les données, couramment en tout cas, comme la métrique de la biodiversité. Diapo suivante. Donc, une fois qu'on a identifié les métriques qui vont représenter chaque dimension, on va chercher les bases de données qui permettent d'avoir accès aux variables correspondant à chaque indicateur, à chaque métrique. Et puis, une bonne façon de faire, finalement, c'est d'agréger toutes ces données qui viennent de sources hétérogènes, de bases de données différentes, produites par des institutions différentes, et de les lier entre eux. Donc, ça va obliger à faire des catégorisations communes et de faire des liens entre les variables. Et à partir de là, quand on aura réussi à compiler en une seule base de données, qui vont être des données génériques, toutes ces dimensions, toutes ces variables représentant les différentes dimensions, alors on va pouvoir commencer à travailler. Je vais vous donner quelques exemples d'études qui ont été faites à partir de ce type d'approche. Diapo suivante. Alors, en fait, moi, quand la définition de l'alimentation durable par la FAO a été émise en 2010, ça a été vraiment une découverte pour moi. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Je trouvais ça même un petit peu fou de dire qu'on allait pouvoir mettre comme ça toutes ces choses-là ensemble. Et puis finalement, assez rapidement, je me suis rendu compte que finalement, je travaillais déjà sur l'alimentation durable sans le savoir, puisque jusque-là, j'avais vraiment consacré beaucoup de temps à regarder le coût de l'alimentation, l'impact des contraintes budgétaires sur les choix alimentaires des personnes en fonction de leur statut socio-économique. Et donc, j'avais déjà croisé 3 des 4 dimensions, les habitudes, la nutrition et au moins l'accessibilité financière. Et donc, je vais commencer par là, parce que moi, c'est par là finalement que je suis rentrée. Et je pense aussi parce que ça aide à comprendre la 4e dimension qu'on connaît moins, qui est celle de l'environnement. Donc, si on regarde la question de l'accessibilité financière et qu'on calcule le coût moyen de l'alimentation en France, alors c'est quoi le coût moyen? C'est ce que coûte une alimentation consommée en moyenne, donc là il s'agit d'adultes, si on considère que les aliments sont achetés à leur prix moyen. Et quand on fait cette estimation, on arrive à 6,8 € par jour
et par personne. Animation suivante, je pense que c'est une animation. En fait, on voit que derrière cette moyenne, et comme toujours, n'oubliez jamais que derrière les moyennes se cache une très grande variabilité. Et donc là, on le voit bien, chaque point est un individu, et vous voyez qu'il y a une grande variabilité de ce coût moyen. Donc, sans compter même qu'on n'achète pas nos aliments au prix moyen, mais simplement dans nos consommations, les différences de consommation font que notre alimentation peut coûter entre 5 à 15-20 euros par jour. Et ce que vous voyez aussi sur ce graphique, c'est que cette variabilité sur l'axe des Y, donc l'axe du coût, elle est expliquée en grande partie par une variabilité des apports énergétiques. Donc, ça, c'est un point qui est une constante en épidémiologie nutritionnelle, et c'est d'ailleurs pour ça que souvent vous verrez que quand on présente des résultats, on les ajuste pour les apports énergétiques, parce que sinon on voit et on continue à ne voir que cette relation très forte avec les apports énergétiques. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a une forte variabilité interindividuelle, et ça nous dit aussi que finalement, une bonne façon de réduire les coûts, c'est de ne pas manger plus que nécessaire, et accessoirement aussi, bien sûr, de ne pas gaspiller. Diapo suivante. Alors, maintenant, si on regarde un petit peu ce qui va expliquer la qualité de l'alimentation en termes d'impact économique et de coût des produits, en fait, il y a une variable qui est extrêmement importante, c'est le coût des calories dans les aliments. Quand on regarde le prix au kilo, on ne se rend pas forcément compte. On va dire que certains produits sont chers et d'autres non, mais finalement, on ne voit pas de relation forte entre le prix des aliments au kilo et puis les choix qui, par exemple, vont être faits sous contraintes budgétaires fortes. Mais dès qu'on se met à regarder le coût des calories, à ce moment-là, tout s'éclaire, j'ai envie de dire, puisque ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment une hiérarchie forte du coût des calories dans les aliments, avec deux groupes qui sont chers, qui sont les groupes des fruits et légumes et de la viande et du poisson, donc, que vous voyez sur la gauche de la diapositive, et puis des groupes qui sont des sources de calories pas chères, qui sont les produits sucrés salés, tous les produits céréaliers, pommes de terre et légumes secs, et les matières grasses ajoutées qui sont vraiment des calories pas chères du tout. En d'autres termes, et c'est tout à fait logique, les calories sont peu chères là où elles sont abondantes et elles sont chères là où elles sont rares, comme dans les fruits et les légumes. Diapo suivante. Alors, ça veut dire qu'on a vraiment un problème, c'est que finalement, les produits qui sont les sources de calories les moins chères ne sont pas tous, en tout cas, ne sont pas les plus vertueux. Certains peuvent être très bien, comme les légumes secs ou les céréales complètes, mais en général, on va avoir affaire à des produits, des aliments qui sont denses en énergie, riches en nutriments illimités. Et le problème, c'est qu'il y a une logique purement économique à se tourner vers ces aliments de forte densité énergétique quand les contraintes de budget sont sévères. Donc, voici à peu près sur la question de l'accessibilité financière. Oui, diapo suivante, merci. On peut s'appuyer sur cette hiérarchie. Cette hiérarchie, elle est un peu déprimante, hein, puisqu'on voit que les fruits et les légumes, le poisson, qui sont des aliments qu'on veut valoriser, voilà, sont plus difficilement accessibles, en tout cas quand on a un faible budget. Mais on peut s'appuyer sur cette hiérarchie du coût des calories dans les aliments pour avoir une alimentation qui peut être meilleure, même si on a un petit budget. Bien sûr, il faut un budget minimal qu'on avait estimé à 3,85 €. Aujourd'hui, il doit être bien largement à 4 € vu l'inflation. Alors là, ça va être des petites animations. Donc, je vais vous demander la première. Voilà. Donc, comment faire quand je dis en s'appuyant sur la hiérarchie du coût des calories dans les aliments? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que puisque la viande est chère et que les fruits et légumes sont chers, mais que la viande, on en mange trop et qu'on n'a pas besoin d'en manger autant, on va réduire le budget pour la viande pour les reporter sur les fruits et légumes qui, eux, sont absolument indispensables et malgré tout sont chers et malheureusement, on voit de plus en plus cher. Diapo suivante.
Pour les groupes intermédiaires dont je n'ai pas encore parlé, évidemment, on va plutôt reporter des dépenses vers les produits laitiers que vers les plats mixtes, dont on ne sait pas forcément toujours ce qu'il y a dedans, qui sont très variables en termes de qualité, etc. Et puis, pour les groupes HR, on va bien sûr, et ça va dans le sens de la nutrition et aussi du budget, préférer les produits céréaliers, les légumes secs, aux produits sucrés salés. Mais attention, diapo suivante, enfin, animation suivante. Non, je n'ai pas mis d'animation, mais ce que je veux dire, c'est qu'attention, dans les produits céréaliers, il va falloir vraiment préférer les produits céréaliers complets. Donc, vous êtes majoritairement des diététiciens, des diététiciennes autour de la table, donc tout ça ne vous étonne pas du tout. Mais vous allez voir, ça va être utile parce que finalement, on va retrouver presque la même mécanique quand on va parler d'environnement maintenant. Donc, diapo suivante. Maintenant, je vais refaire presque le même raisonnement, mais avec une variable environnementale majeure qui est celle de l'impact carbone. Donc, quand on regarde l'impact carbone moyen, comme on regardait le prix moyen tout à l'heure, des aliments consommés en France, on va dire que l'impact carbone moyen de l'alimentation des Français tourne autour de 4 kg d'équivalent carbone par jour. Derrière cette moyenne, une grande variabilité se cache, qu'on va voir dans la diapo suivante. Vous voyez qu'elle ressemble énormément à la précédente, avec peut-être une variabilité encore plus grande sur l'axe des Y, donc sur l'impact carbone, qui elle aussi est très fortement corrélée aux apports énergétiques. Même conclusion, du fait de cette large variabilité qui est largement impactée par les apports énergétiques, si on ne mange pas plus que ce dont on a besoin, on va pouvoir maîtriser notre impact, déjà rien qu'en faisant ça. Évidemment, si on gaspille moins, on va largement pouvoir réduire notre impact, nos impacts, ici l'impact carbone étant pris en exemple, mais toutes les variables environnementales sont toujours très fortement reliées aux apports énergétiques. Diapo suivante. Alors, une fois qu'on a regardé un petit peu les corrélations, les liens entre les différentes variables, la nutrition, les variables environnementales, le prix, etc., on voit que les choses ne sont pas toujours forcément corrélées comme on voudrait, c'est-à-dire les alimentations les plus saines ne sont pas forcément toujours, on l'a vu, les plus abordables, c'est même plutôt le contraire, en général elles sont plus chères, et ce n'est pas non plus toujours les plus favorables sur le plan de l'environnement. Donc, pour aller chercher celles qui sont le plus favorables, on a plusieurs cordes à notre arc. On peut faire de l'optimisation, de la modélisation. Sinon, on peut faire tout simplement d'aller regarder dans l'ensemble des consommations des Français, donc à travers les enquêtes dont on a la chance de disposer, notamment l'enquête 1K que vous connaissez. On peut aller regarder dans la population générale, quelles sont les personnes qui ont une alimentation plus durable que les autres. Donc, c'est ce que nous avons fait ici dans cette étude qui date déjà de 2014, à partir de l'enquête 1K2. On avait regardé pour chaque individu, donc là on parle d'adultes, qui avaient déclaré ses consommations dans l'enquête 1K. Pour chacune de ces personnes, on a calculé un indicateur de qualité nutritionnelle de sa diète et on a estimé l'impact carbone de sa diète. Et on a cherché les diètes, les régimes qui étaient à l'intersection entre une bonne qualité nutritionnelle et un faible impact carbone. Donc, ces petites personnes-là que j'ai entourées avec le rond vert. Animation suivante. On a trouvé qu'on avait 20% des adultes qui étaient déjà dans cette intersection, donc une alimentation à la fois de meilleure qualité nutritionnelle et d'impact carbone plus fort que les autres personnes de l'enquête, qui ont répondu à l'enquête. Et les personnes avaient un impact carbone, leur alimentation avait un impact carbone diminué de 20% par rapport à la moyenne. Diapo suivante. Donc, si on regarde ce qu'il est consommé, vous avez ici, alors vous ne voyez pas ma flèche, peut-être, je ne sais pas, sur la droite, vous avez l'alimentation
de ces personnes qu'on a aussi appelées déviants positifs parce qu'ils sont différents des autres, mais positivement différents. Donc ça, c'est une représentation de leur consommation sur la barre de droite, avec chaque couleur qui représente un groupe alimentaire, et puis sur la barre de gauche, l'ensemble de la population. Ce qu'on voit tout de suite, ce que vous revoyez, ce qui est représenté par la différence de hauteur des barres, c'est qu'on retrouve cette relation avec les apports énergétiques, puisque ces personnes qui ont une alimentation plus durable, ils ont aussi des apports énergétiques plus faibles en moyenne. Et puis, ce qu'on voit aussi qui est très frappant, c'est que toutes les couleurs sont présentes. C'est-à-dire qu'on n'a pas un groupe alimentaire qui est exclu. Mais il y a des différences subtiles, mais il y a des différences qui permettent à ces personnes d'avoir un impact carbone réduit et une qualité nutritionnelle meilleure. Évidemment, on va voir que la part des produits, des fruits et légumes est plus importante. On va voir que la part des produits, par exemple les plats mixtes, est plus faible, mais ça reste subtil. Donc en fait, diapo suivante, on a, pour avoir une alimentation plus durable aujourd'hui, en tout cas les gens qui aujourd'hui ont une alimentation plus durable que les autres, c'est des gens qui ont une alimentation qui reste diversifiée, elle est frugale, ils ne consomment sûrement pas plus que ce dont ils ont besoin. Elle est flexitarienne dans le sens où il y a moins de viande. Je n'ai pas insisté, mais il y a moins de toutes les viandes, et en particulier de la viande de ruminants, même s'il en reste un peu. Et en moyenne, même, elle est moins chère. Elle est moins chère, sans doute justement parce qu'il y a moins de viande et parce qu'il y a moins de calories aussi. Diapo suivante. Alors, si on veut reprendre un petit peu le même type de raisonnement que celui que j'ai eu tout à l'heure pour le coût, on peut regarder à nouveau la hiérarchie des impacts carbone des aliments. Alors attention, si j'avais posé la hiérarchie de l'usage des sols ou bien celle de l'eau, elle serait légèrement différente. Hein, parce qu'en plus, pour compliquer un peu les choses, malheureusement, ces variables environnementales ne sont pas toutes parfaitement corrélées les unes aux autres. Mais l'impact carbone est corrélé à beaucoup d'entre elles. Donc, j'ai refait cet exercice de calculer pour chaque groupe d'aliments l'impact carbone exprimé pour 1000 calories d'aliments ou pour 100 kilocalories d'aliments. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment d'un côté les produits animaux qui sont globalement plus impactants que, à droite, les produits végétaux. Avec quand même une différence qui est, enfin, un point important à noter, qui est la place des fruits et légumes, puisque parmi les produits végétaux, les fruits et légumes sont ceux qui ont l'impact le plus fort. Et si on regardait l'impact eau, on verrait que l'impact des fruits est quand même extrêmement important. Donc, ça va être peut-être notre prochain combat, hein, après la viande, les fruits, faire attention, pas n'importe quel fruit, etc. Mais on voit que aussi, c'est la viande de ruminant qui a un impact le plus fort, et j'ai même coupé la barre parce qu'en fait, c'est encore plus élevé que ça. Et qu'on a des produits animaux qui sont intéressants, qui sont en fait les productions animales, produits laitiers et œufs, qui sont vraiment intermédiaires et presque finalement équivalents aux fruits et légumes quand on exprime les choses pour 100 kilocalories d'aliments. Diapo suivante. Enfin, animation suivante. Donc là, il va y avoir plusieurs petites animations pour dire que pour aller vers du plus durable, on va avoir un grand shift à faire pour privilégier le végétal. J'ai oublié de dire que dans la diète des personnes des viandes positives, on a vérifié aussi que la part du végétal était plus importante. Donc, il faut aller vers du végétal. Au sein des produits animaux, on va plutôt privilégier les productions animales. Donc, c'est ce que font les végétariens, hein, puisque les végétariens mangent des produits laitiers et des œufs. Et puis, au sein des produits végétaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, fruits et légumes, attention à quels fruits et légumes on consomme, quels sont les impacts de ces fruits et légumes. Là, ça devient un petit peu plus compliqué. Et même nous, on n'a pas dans nos bases de données énormément de finesse là-dessus. Et puis, pour ces produits qui finalement ont un faible impact environnemental, et vous avez vu, ce sont les mêmes que ceux qui ont un faible coût, on a un point de vigilance à avoir, puisque effectivement, on peut avoir une alimentation
qui a un faible impact environnemental en mangeant des pâtes, du riz, des chips, des biscuits, mais voilà, on aura évidemment des déficits nutritionnels. Donc, dans ces produits-là, comme pour la nutrition, veillez à faire la part belle aux légumes secs et aux produits complets. Diapo suivante. Voilà. Alors, après, je vais aller assez rapidement sur quelques diapos pour vous donner des résultats qu'on a obtenus plus récemment et un peu plus pour vous montrer que ça existe et que vous puissiez aller rechercher l'info ou qu'on puisse en discuter tout à l'heure. Donc, on a cherché à savoir finalement quelle était la part minimale des protéines animales dans les protéines totales, compatible avec le respect de l'ensemble de toutes les recommandations d'apport en nutriments chez l'adulte. Donc, on a fait ça par optimisation. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, on retombe sur le fameux 50-50, voilà, qui est un petit peu admis comme étant de source sûre. Certaines personnes pensent même que c'est une recommandation. En fait, non, nous, on n'a jamais trouvé de recommandation officielle, quelle qu'elle soit, disant qu'il faut un apport 50-50. Mais quand on fait une étude un petit peu poussée et rigoureuse, on retombe sur le 50-50, à ceci près quand même que ça va varier selon l'âge et le sexe. Et bien sûr, les personnes âgées, et notamment les hommes âgés, ont quand même besoin plutôt de 60% de protéines animales. Et vous ne serez pas étonnés quand je vous dis pourquoi est-ce nécessaire, vous le savez, parce que les sources de protéines animales sont aussi pas seulement des sources de protéines, mais des sources de très nombreux autres nutriments, dont certains qu'on ne trouve pas ou pas suffisamment biodisponibles dans les produits végétaux. Vous connaissez la liste. Donc, diapo suivante. Juste voilà, pour insister à nouveau sur les limites d'un raisonnement simpliste qui assimilerait le végétal et le sain. Vraiment, il faut faire attention à ça. Vous avez tous ces produits-là qui sont strictement végétaux et qui ne sont pas sains du tout. Diapo suivante. Alors, bon, parfois, ça choque un peu que je mette les pâtes et le riz là-dedans, mais voilà, ce sont des féculents raffinés et on sait que c'est quand même des sources de déficience nutritionnelle pour les gens qui ne mangent que ça. Alors, j'ai un petit peu pris trop de temps, je crois. Je vais aller assez vite. J'ai essayé de faire un travail pour voir comment il faudrait faire bouger le panier français moyen. Donc là, on va au-delà de ce que font vraiment les gens. On fait plutôt appel à de la modélisation pour voir comment on pourra aller plus loin. Donc, en partant du panier français moyen, donc c'est les consommations 1 à 3 par personne et par semaine, que j'ai exprimé donc en quantité achetée par semaine. Diapo suivante, j'ai essayé de voir comment on pouvait aller vers un panier plus durable. Plus durable, pourquoi? Parce qu'il serait nutritionnellement adéquat, peu impactant sur l'environnement, tout en étant abordable et, on l'espère, acceptable, donc avec le moins d'écart possible. Diapo suivante. Alors là, peut-être que vous pouvez dérouler tout, sinon ça va être trop long. Donc en fait, évidemment, il faut augmenter les fruits et légumes. Pour les produits céréaliers, les légumes secs, le pain, vraiment aller vers du complet. Se retrousser les manches sur les légumes secs, puisque finalement, il faut multiplier par 10 notre consommation de légumes secs. Pour les produits laitiers, les œufs et le poisson, on peut rester tel qu'on fait aujourd'hui en moyenne, enfin ce que font les Français en moyenne, ça rentre parfaitement dans une alimentation durable selon nos calculs. Pour les produits gras, sucrés, salés, il faudrait les diviser par 2. Et ça, c'est plus pour la nutrition, bien sûr. Et il faut aussi se retrousser largement les manches pour la viande et la charcuterie, puisqu'il faut diviser par plus que par 2 pour pouvoir atteindre une réduction d'impact carbone de 40%. Voilà. Diapo suivante, enfin, vous pouvez aligner toutes les animations. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, si on a une fois par jour de la viande, des œufs ou du poisson, c'est très bien, c'est largement suffisant. Alors là, j'ai des diapos pour vous montrer qu'on a quand même du chemin à faire, parce que ce soit dans la moyenne de la population, la diapo que vous voyez là, ou dans toutes les sous-catégories de population en fonction du revenu, ce qui est la diapo suivante.
Ce que je vous montre ici, c'est les dépenses alimentaires en fonction des revenus pour chaque décile de revenus dans la population. Donc, à gauche, les 10% des Français les plus pauvres et à droite, les 10% des Français les plus riches. Vous voyez que le pattern des dépenses alimentaires pour les différents groupes alimentaires est strictement le même. Et ce qui est frappant, c'est la barre rouge, bien sûr, puisque la barre rouge, c'est quoi? Ce sont nos dépenses pour la viande et le poisson, et en fait, c'est surtout la viande, puisqu'on ne consomme pas énormément de poisson. Donc, vous voyez que quel que soit le niveau de revenu des foyers, la viande reste la part budgétaire la plus importante. Donc, on a dit, oui, c'est surtout les gens pauvres qui mangent plus de viande, etc. Franchement, ça se joue à quelques grammes près de différence. La vérité, elle est là, c'est que dans toutes les catégories de population, la viande est la première part budgétaire et il y a vraiment un effort à faire là-dessus. Diapo suivante. Alors après, j'avais 2 diapos pour plutôt vous informer qu'on a fait aussi des travaux sur la restauration scolaire, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont être intéressés, pour regarder un peu les impacts environnementaux et la qualité nutritionnelle des repas scolaires à partir de repas servis effectivement et en allant jusqu'aux fiches techniques, donc aux recettes utilisées dans les établissements où on a tiré les données. Et on voit ici, si vous regardez là-bas, la ligne rouge, c'est les émissions de gaz à effet de serre, donc l'impact carbone d'un plateau servi en restauration collective selon le type de plat principal. Et vous voyez, comme tout à l'heure, que c'est vraiment les plateaux qui ont de la viande bovine qui sont les plus impactants, suivis du porc, du poisson, de la volaille, et les plateaux avec repas végétariens, enfin plat végétarien en plat principal sont beaucoup moins impactants, avec un indicateur d'adéquation nutritionnelle qui est relativement similaire d'un plateau à l'autre. Et diapo suivante, je pense que ça va être la dernière. On a fait aussi une étude sur les séries de 20 repas. Vous savez qu'à l'école, la réglementation impose un certain nombre de règles sur 20 repas scolaires. On a regardé finalement est-ce qu'il y avait un compromis possible entre la bonne nutrition et une réduction des impacts environnementaux en appliquant ces règles et voire en les modifiant si nécessaire. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on pouvait aller finalement jusqu'à 12 repas végétariens sur 20 au lieu de 4 ou 5 qui est le minimum aujourd'hui imposé par la réglementation, mais qui est en cours de discussion, je pense. Et en alternant viande et poisson, avec des plats protidiques végétariens. Et si on fait ça, on va réduire énormément les impacts environnementaux. On peut les réduire de 25 à 50% des émissions de gaz à effet de serre selon le type de viande qu'on va mettre dans l'assiette, et tout en maintenant une bonne qualité nutritionnelle. En revanche, si on veut aller au-delà de 12 repas végétariens sur 20, on va voir la qualité nutritionnelle s'éroder progressivement. Et si on va à 20, c'est ce qu'on voit sur le panel de gauche avec la barre à 20. Vous voyez que là, la qualité nutritionnelle est fortement abaissée, alors que finalement, les 3 autres barres qui sont à 12 repas végétariens et puis avec différents types de viande sont tout à fait convenables en termes de qualité nutritionnelle. Voilà, je pense que la dernière, c'est ma conclusion. Voilà, je voulais vous dire, vous, assemblée de nutritionnistes et de diététiciens, que notre leitmotiv commun, je pense largement partagé, qui est équilibre, diversité et modération, reste tout à fait d'actualité quand on parle d'alimentation durable. Et aussi que la question, finalement, ce n'est pas tellement de savoir de combien précisément il faut réduire la consommation de viande ou de combien il faut augmenter la consommation de végétaux, mais plutôt de trouver les moyens de convaincre le plus grand nombre d'individus à faire un pas dans cette direction, chacun à partir de son propre point de départ. Et c'est pour ça que là, ça va être très bien d'écouter Sandrine Monnery-Patrice, puisque c'est de cela dont elle va nous parler. Je vous remercie beaucoup et je serai ravie qu'on échange tout à l'heure.
Merci. Merci beaucoup, Nicole. Alors, cette conclusion, elle est intéressante parce que finalement, on voit tout le sens, en tout cas, du métier de diététicien nutritionniste. C'est la pratique, l'éducation, finalement, qui va permettre de guider les personnes, les consommateurs, mangeurs vers, euh, vers d'autres horizons plus durables en ne se fixant pas que sur des aspects quantitatifs stricts et purs. Et puis moi, ça me fait penser vraiment à l'idée de la philosophie épicurienne. Épicure, c'est pas l'image quand on dit on est épicurien, on est bon vivant. La philosophie d'Épicure, c'est pas du tout ça. Épicure, il nous dit qu'on trouve le bonheur par le plaisir, et ce plaisir, il se recherche par la mesure, la frugalité. Et c'est vraiment ce que vos travaux décrivent finalement pour tendre vers une alimentation plus durable. Donc voilà, ça c'était la petite note de philosophie, et comme quoi on peut trouver aussi des échos il y a plus de 2000 ans à ces questions d'alimentation durable. Je précise à tous nos participants que le replay sera disponible après cette session, donc pas d'inquiétude, vous pourrez retrouver des éléments de bibliographie et les données de nos oratrices de ce matin. Je laisse la parole à Sandrine Monnet-Patry. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je partage l'enthousiasme de Nicole quant à l'organisation de ce webinaire. C'est très enthousiasmant et très optimiste, finalement, très stimulant de voir effectivement cette curiosité, cette envie d'aller tous ensemble un petit peu plus loin sur ces questions de durabilité. Donc, je vous propose voilà, une réflexion sur les freins et les leviers pour faire évoluer les comportements des Français vers des modes de vie plus durables, enfin plutôt des modes alimentaires plus durables. Je laisse passer à la slide suivante. Merci. Donc, toute la question, et ça rejoint vraiment la conclusion que Nicole proposait sur finalement essayer d'accompagner au mieux, et c'est le rôle effectivement des experts de la santé, des experts de l'alimentation, comment accompagner au mieux les mangeurs qui, eux, ne sont pas des experts, qui ne sont pas qui ne sont pas tous chercheurs à INRAE, comment les accompagner vers une alimentation plus durable. Et je vais axer cette réflexion autour de deux grandes questions. D'abord, est-ce qu'on peut essayer de un petit peu mieux comprendre en fait comment le mangeur non expert va finalement appréhender son alimentation, et à partir de cette compréhension, comment peut-on agir, sur quel levier finalement on peut mobiliser pour… Alors moi, je ne parle pas d'éducation, mais vraiment d'accompagnement pour partir vraiment de la personne et l'amener vers plus de durabilité. Alors, slide suivante, s'il vous plaît. Donc, je rappelle juste évidemment quelques éléments du contexte social et scientifique. Aujourd'hui, il y a un consensus très fort au niveau scientifique sur la nécessité d'évoluer vers des régimes alimentaires sains, respectueux de l'environnement, acceptables économiquement et culturellement. On en a parlé en introduction. Et cette transition vers une alimentation plus durable va impliquer des changements très importants, très significatifs dans les comportements alimentaires. Et donc, la question qui va se poser est de savoir comment nous, en tant qu'experts, en tant que professionnels de la santé, en tant que chercheurs, on va pouvoir accompagner vers ce changement très important, puisqu'on sait qu'une des choses les plus difficiles à faire en recherche, c'est de changer justement les comportements alimentaires, puisque une habitude alimentaire, elle vient justement parce que c'est la meilleure réponse, la réponse la plus parcimonieuse à son environnement. Donc là, ça va amener forcément à bousculer ses comportements. Et une des façons d'accompagner le mangeur, alors slide suivante, s'il vous plaît, une des façons d'accompagner ce mangeur, évidemment, ça va être pour moi, en tout cas en tant que chercheur, de comprendre quel est le rapport des mangeurs à leur alimentation. Et pour cela, il faut resituer le mangeur dans ce contexte, qui est un contexte relativement inédit, qui est marqué par la prévalence de l'obésité et du surpoids, par la multiplication des crises sanitaires qui entraînent une certaine suspicion envers les aliments, et aussi par un éloignement du mangeur et du manger. C'est quelque chose qui est très important, qui avait été identifié par les sociologues dès les années 2000 et qui est repris notamment par Nicolas Bricasse quand il parle de distanciation à la fois géographique, de par l'urbanisation des villes, où finalement on ne sait
ce qui est produit, ce qui est mangé, on ne sait pas finalement comment c'est produit. Cette distanciation, elle est très importante et nourrit quelque part cette suspicion. On assiste parallèlement à cela à une médicalisation ou ce que les sociologues appellent une nutritionnalisation excessive de l'acte alimentaire, c'est-à-dire qu'on va allouer finalement à l'acte alimentaire une place exagérée à la fonction nutritionnelle, la fonction sanitaire, au détriment d'autres fonctions qui sont pourtant totalement naturelles, de plaisir, de partage, etc. Donc, on va avoir cette culpabilisation qui va résulter de cette nutritionnalisation. Et à ces injonctions à manger sain, qui repose sur ce lien entre alimentation et santé qui a été largement développé dans la littérature scientifique, s'ajoutent depuis quelques années, c'est finalement assez récent, des injonctions à manger sain et durable, en raison du lien entre l'alimentation et la planète, puisqu'on sait aujourd'hui environ un quart, ça peut même aller jusqu'à un tiers selon les publications, des émissions de gaz à effet de serre d'un mangeur français provient précisément du contenu des assiettes. Alors, slide suivante, s'il vous plaît. Donc, finalement, la question qui se pose est finalement comment faire face à ce contexte relativement anxiogène, et un nouveau concept a émergé dans la littérature scientifique qui est celui de food literacy, donc qui est le concept de littératie alimentaire, qui renvoie à cette c'est une définition assez holistique à cette capacité de l'individu à interpréter, à comprendre une information, qu'elle soit d'ordre nutritionnel, sanitaire, culinaire, sur l'alimentation et à être capable de l'utiliser. Donc, ça renvoie à finalement ce sentiment d'estime de soi, de capacité d'agir, d'auto-efficacité. Le problème, c'est que cette littératie alimentaire va accroître elle aussi cette distanciation entre le mangeur et le mangé, puisque finalement, alors qu'avant on était dans un régime, il n'y a pas si longtemps que cela, on était dans une tradition d'accompagnement social, hein, il y avait une transmission intergénérationnelle des modèles culinaires. Finalement, on ne se posait pas la question de savoir ce qu'on doit manger, comment on doit le manger, combien on doit manger, puisque finalement, on avait une transmission générationnelle qui se faisait naturellement, une transmission sociale, une transmission culturelle, qui aujourd'hui est beaucoup plus fragile. Et du coup, cette appréhension de notre alimentation par le culturel et par le sensoriel va devenir de plus en plus distanciée, de plus en plus tendue, et finalement, c'est le cognitif qui va prendre le relais avec un surinvestissement de la vue, avec la lecture des étiquettes, etc. Donc, on a, là encore, finalement, la solution est associée quelque part à la problématique, puisque finalement, cette littératie alimentaire va également surinvestir dans le cognitif et donc éloigner l'individu finalement de ce manger intuitif. Et le risque qui a été énoncé dans la littérature scientifique, c'est que cette littératie alimentaire va aussi se heurter à ce que l'on appelle une polyphonie énonciatrice, c'est-à-dire à une multitude d'injonctions à manger sain et durable qui parfois sont complètement contradictoires. Et Nicole l'a rappelé dans le cas par exemple des fruits et légumes. Manger 5 fruits et légumes par jour, oui, mais enfin si les fruits viennent de l'autre côté de la planète, est-ce vraiment une bonne idée en termes de durabilité? Et donc ça, le mangeur le perçoit complètement et entraîne chez lui une certaine dissonance cognitive entre finalement une information qu'il va rechercher, qui est indispensable, qui renvoie à cette littératie alimentaire, et finalement ses comportements, donc une mise en tension du consommateur. Et le risque, quand on est dans cette situation, c'est d'observer une résistance au changement. Alors, comment faire pour finalement favoriser les bonnes conditions propices au changement? Je vais vous laisser passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, je vais m'appuyer sur différentes études. Une première étude qui traite justement de la réception des injonctions nutritionnelles par les mangeurs. Et j'ai choisi de présenter une étude, voilà, qui est l'étude de Delphine Poquet qu'on a réalisée en 2019 et qui avait pour objectif d'évaluer expérimentalement l'impact d'une information nutritionnelle. C'était l'impact du logo Nutri-Score sur des choix de goûters, des goûters très appréciés en général, réalisés et consommés au laboratoire. Et dans cette étude, nous avons, je vous laisse passer à la slide suivante. Merci.
il est possible, voilà. Donc, dans cette étude, nous avons évalué la valeur nutritionnelle des goûters qui étaient donc spontanément choisis d'une part par les enfants et d'autre part par les mamans qui participaient à cette étude, soit avant la présence du logo sur le choix de l'offre alimentaire proposée dans ce dispositif, soit après la position de ce logo Nutri-Score. Et ce que l'on voit, c'est une amélioration de la valeur nutritionnelle des goûters, aussi bien d'ailleurs chez l'enfant que chez les mères, en présence du logo, nutritionnel, le logo Nutri-Score. Donc, on a une valeur finalement ajoutée. Je vous laisse passer les animations, je suis désolée, merci. Donc, la valeur nutritionnelle des goûters choisis va augmenter avec le logo Nutri-Score. Le problème, donc on va se dire, super, si on s'arrête là, cette première partie, la partie haute de cette slide, on va se dire, super, ça marche bien. Le problème, c'est qu'on a regardé aussi comment étaient appréciés les différents goûters avant toute manipulation. Et ce qu'on a observé, c'est qu'on observe un coût hédonique, c'est-à-dire une diminution de la valeur hédonique des goûters. Pourtant, c'était des aliments qu'on avait choisis précisément pour être plutôt appréciés des mères et des enfants. Et ce, aussi bien d'ailleurs chez les enfants que chez les mères. Donc, on peut s'interroger sur finalement cette dissonance entre une information qui va nous amener à un comportement, mais qui est associée à un coût hédonique, un coût sensoriel. Voilà, je vous laisse passer l'animation suivante, s'il vous plaît. Voilà, on peut s'interroger donc sur l'efficacité d'une telle intervention donc nutritionnelle, sur les changements comportementaux à plus long terme, s'ils sont associés à un coût hédonique dans la mesure où ils vont renforcer cette notion de dissonance cognitive. On va passer à la slide suivante qui propose une réflexion, cette fois-ci liée aux injonctions en lien avec la durabilité. Alors, il est vrai que depuis quelques années, en particulier depuis les états généraux de l'alimentation, on nous dit que le mangeur est de plus en plus responsable, rationnel, de plus en plus sensible à la durabilité, rattaché à ses choix alimentaires. On lui propose par exemple un super aliment, par exemple les légumineuses, en raison de tous les avantages. Nicole Darmon les a très très bien rappelés lors de sa présentation, donc tous ces avantages aussi bien environnementaux, les intérêts sanitaires, les intérêts nutritionnels, les intérêts aussi socio-économiques. Une année même a été dédiée à ces légumineuses par la FAO en 2016, et pour autant, quand on regarde les chiffres, alors, je vous laisse passer à la slide suivante. C'est le paradoxe du mangeur contemporain. On lui propose un super aliment, il aspire à une alimentation plus durable et pour autant, il ne consomme pas de ces aliments. Là, c'est juste un petit rappel au niveau des chiffres de la consommation au niveau mondial. En 2016, on était à 7,6 kilos par personne par an. Lorsqu'on zoome sur l'Europe, on passe à 3 kilos et lorsqu'on compare directement ce qui se passe en France, en 2016, on est à 1,7 kg par an par habitant. Un siècle plus tôt, on était à 7,2 kg. Donc, on voit que finalement, c'est quelque chose qui reste peu consommé. Et la question est de savoir pourquoi. Quel frein peut-on identifier pour expliquer finalement cette faible consommation? Je vous laisse passer à la slide suivante. Alors, il me semble qu'un des éléments de réponse, c'est bien sûr un des éléments de réponse, il y a d'autres façons aussi d'aborder cette question, c'est de tenir compte des représentations des mangeurs. Alors, c'est quoi une représentation? C'est finalement une connaissance, un savoir naïf, mais qui a souvent la vie dure et qui amène à des comportements spécifiques. Alors, je vous laisse avancer sur les slides. Dans cette étude, nous avons interrogé donc des participants, et on a fait un premier test d'association où on leur demandait simplement, si je vous dis protéines, quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit? Je précise qu'il s'agissait de mangeurs qui ne suivaient pas du tout de régime particulier, c'était des mangeurs non experts, et ce que l'on voit quand on dit protéines, les premiers éléments qui viennent à l'esprit, c'est viande, œufs, poisson. Alors évidemment, la taille du caractère correspond à la fréquence d'occurrence du mot et on voit que ce qui domine, c'est vraiment une représentation liée aux protéines animales. Alors, quand on a essayé de renforcer un petit peu ces associations, est-ce que vous pouvez m'en dire plus, etc. Là, donc je vous laisse appuyer pour atteindre, merci, pour présenter la deuxième animation. Là, quand on creuse, ce que l'on voit, ce qui va émerger, c'est déjà un éparpillement lexical. Donc, on voit qu'il y a quand même un flou au niveau de ce concept de protéines. Mais ce qui va ressortir massivement, c'est muscle,
besoin, corps, éléments. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est rattaché au musculaire. Et certains participants nous disaient même, bah oui, protéines, ça rejoint le terme de régime protéiné, régime hyperprotéiné, c'est le régime des sportifs. Donc, c'est le muscle, c'est la force, c'est le besoin. En fait, on n'est pas du tout dans le registre sémantique du végétal. Au cours de l'entretien, nous avons évidemment posé d'autres questions pour essayer de mieux comprendre comment étaient perçues ces protéines. Alors, je vous laisse passer à la slide suivante. Et ce qu'on a vu, c'est que la viande, si on reste sur les protéines d'origine animale, la viande, elle a des vertus et elle a on va dire, il y a une représentation autour de la force et de la masculinité qui reste encore aujourd'hui très présente. Par exemple, on avait une mère de famille qui nous disait, alors moi à la maison, j'ai 3 garçons, ils ont du mal à avoir un repas sans viande. J'ai cru comprendre que c'était un peu typique des garçons. Alors, la viande, on a observé également, je vous laisse passer à l'animation suivante, on a observé également qu'elle avait des bienfaits insoupçonnés pour la santé. Par exemple, une maman nous répondait, c'est important au niveau des neurones parce que je pense que le cerveau se régénère aussi effectivement avec de la viande. Sans doute un glissement sémantique entre cervelle, cerveau, viande, enfin voilà, quelque chose qui témoigne en fait de représentations qui sont assez ancrées autour de la santé, de la force, de la virilité. On a observé aussi que la consommation de viande, c'était une habitude culturellement très ancrée. Par exemple, on me dit de faire un repas sans viande, on me dit de faire un repas, je vais penser automatiquement à la viande. Je ne vais pas me dire, bon, ce soir, on fait un repas sans viande. Et la personne, ça l'avait beaucoup amusé d'imaginer un repas sans viande. Et enfin, je vous laisse passer à l'animation, la dernière. Le goût de la viande et le plaisir d'en consommer, c'est vraiment un des freins premiers énoncés quant à sa réduction. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui aime son bon steak, même s'il mange un steak de soja, je ne suis pas persuadée qu'il ait le même plaisir. Donc, on voit bien qu'au niveau à la fois symbolique, au niveau des représentations de force, de santé, en termes aussi d'ancrage de nos habitudes, de nos pratiques et de plaisir sensoriel, on a quelque chose qui est très clair au niveau des représentations autour des protéines animales et en particulier de la viande. Par contraste, slide suivante s'il vous plaît, les protéines végétales restent un concept très flou. Par exemple, on a cette proposition, c'est issu d'un légume ou d'une céréale, mais bon voilà, pour moi c'est flou, j'ai du mal, j'ai des impressions, je n'ai pas de connaissances, on ne sait pas trop, on est tâtonnant. Je vous laisse passer aux animations suivantes. D'ailleurs, on a pu observer dans le cadre de ces entretiens que souvent, ces aliments riches en protéines végétales étaient vraiment les laissés pour compte de la cuisine, avec des propositions. Je vous laisse afficher les animations, merci. Par exemple, les steaks de soja ou de tofu, franchement, ça ne m'inspire pas du tout. À la limite, non, il faut revenir en arrière. Merci. À la limite, je préférerais manger des sauterelles. Donc, à la question de la substitution de protéines végétales par un autre aliment possible, cette personne nous a répondu des sauterelles, qui est donc une protéine animale, bien sûr. Il y a aussi une absence d'ancrage culturel caractérisé. Une personne nous expliquait que ce sont des choses qu'on n'a jamais mangées, ce sont des objets finalement. On n'est même plus dans le registre du comestible. On a aussi observé une absence d'appropriation par rapport aux normes sociales. Ceux qui sont végétariens ou végétaliens, ils les remplacent justement par des choses bio. On retrouve ce concept d'objet non comestible. Je ne sais plus comment ça s'appelle, tofu, je ne sais pas quoi. Enfin, je ne suis pas trop experte en ça. C'est très important, c'est qu'il faut être experte finalement pour aller vers la végétalisation. Donc voilà, c'est là où vraiment le rôle, à mon avis, des experts en nutrition, en diététique, effectivement, est important. Et ça va même jusqu'à la suspicion. Ça me paraît pas appétissant. Et puis, il y a toutes ces idées de soja transgénique. C'est un peu un aliment rebut pour moi. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est rejeté. On va continuer le parcours de ces représentations autour de ces protéines animales et végétales avec une tâche qu'on a proposée qui est un jeu de portrait chinois qui plaît beaucoup en général aux participants de nos études. On leur propose, donc à partir de leur verbatim, s'ils ont employé le terme de viande et de lentilles, c'est ce qu'on va retrouver ici dans le portrait chinois. Donc, si la viande était une personne, quel serait son sexe, son âge, sa profession? Et même chose, si la lentille était une personne, quel serait son sexe, son âge, sa profession? Donc, je vous laisse
Merci. Donc, la viande, eh bien, on aurait plutôt un homme qui serait boucher, qui aurait 30 ans ou agriculteur, et la nantie serait plutôt une femme de 20 à 30 ans qui exercerait les métiers de maîtresse ou de vendeuse. Donc, on est vraiment sur des perceptions assez genrées qui, naturellement, apparaissent au travers de ces tâches relativement indirectes, relativement implicites. Quant à la couleur préférée et son état de santé, ce qui est très intéressant, je vous laisse faire apparaître voilà, les animations, c'est que dans les deux cas, on est sur un bon état de santé. Donc, il n'y a pas finalement de plus-value, en tout cas dans les représentations plus ou moins conscientes des consommateurs, on n'a pas de plus-value à manger de la viande, enfin, pardon, des protéines végétales, puisque finalement, la viande, les protéines animales, apportent, finalement, suscitent un bon état de santé dans les deux cas. Je vous laisse passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, on observe cette forte résistance au changement, mais tout n'est pas perdu, puisqu'on a regardé notamment les productions des enfants. Alors ça, c'est vraiment purement anecdotique, mais on a demandé aux enfants de dessiner un repas qui donne des forces. Et là, j'ai noté j'ai copié-collé les dessins de deux des trois enfants de la maman qui nous expliquait qu'à la maison, elle avait 3 garçons, que c'était difficile d'imaginer un repas sans viande. Et ce que l'on voit, c'est que pour le garçon de 11 ans, on a plutôt des œufs pour un repas qui donne des forces. Et pour le garçon de 10 ans, on a carrément des lentilles. En fait, on n'avait pas de viande, ce qui est quand même un élément assez intéressant. Au-delà de l'aspect anecdotique, on a réalisé une étude plus sérieuse pour essayer d'entrer un petit peu plus sérieusement dans ces perceptions, mais aussi la valeur affective de ces légumes secs et de ces légumineuses. Voilà, je vous laisse passer à la slide suivante, merci. Alors déjà pour envisager qu'est-ce que ça suscite finalement d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue affectif, on a proposé à des jeunes adultes et à des enfants de faire une tâche de verbatim, de production de verbatim spontanée. On leur proposait différentes images d'aliments. Alors, il y avait bien sûr des légumes secs, par exemple des lentilles, ou des aliments, des fruits, par exemple ici une pomme. Et on leur demandait, cela te donne envie de, et ils complétaient spontanément. Et ce que l'on voit ici apparaître, donc c'était donc on recueillait les verbatims spontanés et on allait leur affecter une valence plus ou moins positive, négative ou neutre. Par exemple, ça me donne envie de manger, positif, vomir, on a eu ce verbatim, ou rien. Voilà. Donc, vous avez sur la droite en haut de la slide le pourcentage de réponses pour les valences positives, négatives ou rien, en foncé pour les légumineuses et en gris clair pour les autres aliments. Et ce que l'on voit, c'est que d'un point de vue affectif, manifestement, les valences sont plutôt moins positives ou plutôt plus négatives ou moins inspirantes, il y a plus de rien, pour les légumineuses que pour les autres aliments. Et ça, on l'a aussi bien chez les jeunes adultes que chez les enfants. Donc, pour aller plus loin, pour essayer de comprendre finalement pourquoi ces aliments sont si peu inspirants ou inspirent plutôt des comportements, en tout cas des verbatims pas très positifs, je vous propose d'aller à la slide suivante où on a essayé de vraiment entrer dans la perception de l'assiette finalement. Et pour cela, on a proposé une tâche de tri à choix forcé sur 36 aliments. Donc, on demandait aux participants de mettre ensemble simplement les aliments qui, selon le participant, vont bien ensemble. Donc, il n'y avait aucun critère de catégorisation qui a été proposé. Et ce que l'on voit ici dans les résultats, donc c'est une analyse de correspondance multiple, c'est que les viandes et poissons sont mis ensemble. Alors, je vous laisse faire apparaître les animations. Les fruits sont mis ensemble, les viandes et poissons sont mis ensemble, les fromages sont mis ensemble. Par contre, les légumineuses ne sont pas considérées dans une catégorie à part, elles sont amalgamées avec les féculents et les légumes. Et ça traduit vraiment quelque chose de très intéressant au niveau de la perception de l'assiette, qui est représentée avec en son centre une protéine animale qui est bien identifiée, une viande, un poisson, et en périphérie, on a les satellites, on a les accompagnements parmi lesquels se trouvent les légumes secs, au même titre que les légumes ou les féculents. Donc, on a finalement un frein ici cognitif qui est identifié puisque la substitution va être très difficile entre un aliment central et un aliment périphérique. Donc, on voit combien ces scripts culinaires qui sont très ancrés vont là aussi constituer un frein finalement à ce rééquilibrage entre protéines animales et végétales.
Alors, je terminerai par une dernière étude qui avait pour objectif de comprendre vraiment, finalement, s'il y avait une dissonance entre les représentations et les discours des experts d'une part et des non-experts d'autre part. C'est une étude qui a été publiée dans Food et nous avions interrogé 80 consommateurs sur la base du volontariat et 35 professionnels. Alors, j'avoue que ce n'étaient pas des professionnels de la santé, c'était des professionnels qui étaient recrutés dans le cadre du congrès du réseau francophone des légumineuses. Donc, nous avions affaire à des producteurs, des transformateurs et des distributeurs, mais du coup, je profite pour lancer un appel pour solliciter votre intérêt pour participer à d'autres études, mais cette fois-ci impliquant des professionnels de la santé en lien avec ces études. Alors, au niveau de la procédure, c'était vraiment une tâche très simple, une tâche d'évocation à partir d'un mot inducteur qui était le mot légumes secs. Et ce qu'on demandait aux participants, c'était de donner les 5 premiers mots qui venaient à l'esprit dès lors qu'on proposait ce mot inducteur. Ensuite, ils devaient classer selon leur importance les propositions qu'ils avaient données et ensuite affecter une valence de très négatif à très positif à chacune des propositions. Et ceci nous permet de construire ce que l'on appelle une structure de représentation. Je vous laisse passer à la slide suivante. Merci. Et c'est ce qui apparaît ici. Alors, je vais vraiment vous présenter ces résultats très rapidement. Ce qui est très important, c'est ce qui va se passer dans le carré en haut à gauche. C'est-à-dire, là, vous avez les propositions qui vont être les plus fréquentes et considérées comme étant les plus importantes par les participants. Là, vous avez la structure de la représentation des non-experts. Et ce que l'on voit, c'est que d'une part, on a beaucoup de mots qui ont été générés. Donc, on voit qu'il y a un éparpillement lexical quand on va donner ce mot de légumes secs. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du noyau central de la représentation, ce que l'on voit, ce qui apparaît, c'est les termes de lentilles. On a les termes de pâtes, donc les féculents. On a le thème des fruits secs, c'est-à-dire on va nous donner des réponses type amandes, abricots secs, etc. On a quelques éléments de nutrition, force, protéines, etc. Et surtout le thème du goût qui revient dans le noyau central de cette représentation. Donc finalement, ce que l'on voit, c'est une connaissance qui s'organise autour de prototypes. Quand on va parler de légumes secs, on va aussi bien générer des termes de prototypes, donc ça va être la lentille, en tout cas en Bourgogne, quand on a interrogé les participants, c'est vraiment la lentille qui ressortait de façon très forte, mais aussi des perceptions relativement erronées avec pâtes, riz, et on a aussi des choses assez surprenantes telles que noisettes, amandes, etc. Quand on regarde ce qui se passe pour les experts, maintenant au niveau de la représentation de ce noyau central, je vous laisse passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Ce que l'on voit, c'est que là, on a beaucoup moins de mots générés, on a quelque chose de beaucoup plus consensuel au niveau du noyau central de la représentation. En fait, c'est essentiellement les propriétés nutritionnelles qui sont évoquées en lien avec les protéines et les déclinaisons culinaires qui peuvent être utilisées à partir de ces légumes secs. Donc, je vous propose de passer à la slide suivante. Voilà, donc pour résumer, on a d'une part des consommateurs, des mangeurs non experts qui ont des connaissances très limitées des légumes secs, qui s'organisent autour de prototypes tels que la lentille, avec des connaissances parfois assez surprenantes, puisque émergeaient des termes comme noisette, amande, ce qui amène vraiment une réflexion sur la dénomination. Quand on s'adresse finalement à ces mangeurs, faut-il parler de légumes secs? On sait qu'il y a une image aussi assez péjorative, négative. Alors, je ne l'ai pas développée ici, mais où on voyait que finalement, légumes secs, ça s'oppose à légumes frais. Donc, c'est quelque chose qui renvoie plutôt à la déshydratation, à la vieillesse. Donc, une image assez négative. Faut-il parler de légumineux? C'est un terme souvent que l'on entend, mais qui n'est pas tellement bien compris. Faut-il parler de pulses, comme au Québec? Ce qui est très intéressant, en tout cas, c'est de noter que les qualités organoleptiques et hédoniques sont vraiment situées dans ce noyau central. Contrairement aux professionnels, aux experts, qui, eux, ont des connaissances très expertes, très consensuelles, avec un focus sur les propriétés fonctionnelles de ces aliments. Et ils ne font référence au goût uniquement en deuxième périphérie, c'est-à-dire pour eux, le goût n'est pas très important. Or, c'est vraiment, pour moi, le levier à partir duquel il faut aborder cette question de l'alimentation. J'en viendrai à ma dernière slide qui traite des représentations sociales chez le mangeur
vulnérables. Ce sont des mangeurs qu'on a interrogés qui fréquentent des épiceries sociales et solidaires. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au cours de ces entretiens, nous avons posé la question de savoir ce qu'évoquait finalement cette notion d'alimentation durable. Et ce qui est quand même assez notable, c'est que pour 20% d'entre eux, ça n'évoque strictement rien. Pour 17% d'entre eux, ça évoque ce qui dure pour moi, ce qui tient au corps, ce qui donne de l'énergie pour longtemps. Donc, on est très, très loin de la définition de la durabilité des experts. Alors, on a quand même retrouvé chez certains, 13% d'entre eux, une vision assez multidimensionnelle qui allie l'idée de pérennité, de durée à des questions environnementales, de nature, de santé et de raison. Cette notion de frugalité que Nicole a évoquée. Et puis, certains, mais ça reste quand même tout à fait minoritaire, ont une vision effectivement de l'agriculture durable, c'est-à-dire par extension, ne parle pas de l'alimentation durable, mais de l'agriculture durable. Et cela renvoie pour eux à des petits producteurs locaux, à des producteurs qui utilisent des méthodes qui sont respectueuses de l'environnement, qui sont équitables et qui font des produits sur la durée, notamment pour lutter contre les famines. Voilà, j'en viens à ma conclusion. On voit que pour finalement agir et accompagner au mieux les mangeurs dans ces changements de comportement, il faut vraiment intervenir à différents niveaux, sur différentes dimensions, à la fois sur la dimension cognitive pour jouer sur les représentations. On l'a vu, il y a beaucoup de freins à ce niveau, bien sûr par l'information, la communication, mais aussi le choix de la dénomination. Attention aux mots que l'on utilise, s'assurer que ces termes soient vraiment partagés. Pour créer effectivement des attentes positives, il faut aussi travailler sur la dimension sociale en termes de pratiques, d'habitudes. La substitution de la viande ou le rééquilibrage protéines animales végétales est quelque chose qui est encore difficile et pour ce faire, il faut vraiment amener à une réduction de la viande au profit des aliments végétaux au moyen de scripts culinaires qui soient appétants. Donc, en réinvestissant cette notion, cette dimension sensorielle, le goût, le plaisir épicurien, comme l'évoquait Ghislain en introduction, donc au moyen de recettes appétantes. Je vous laisse voilà, afficher les animations, merci. Donc des recettes végétalisées, appétantes, très pratico-pratiques. Je pense qu'il faut vraiment être sur un accompagnement sur le faire, sur le pratique et moins sur le cognitif pour permettre cette réappropriation dans les gestes, dans la culture et limiter cette distanciation entre le mangeur et le mangé pour limiter cette appréhension par le cognitif qui est empreint voilà, d'une source d'angoisse, comme on l'a rappelé en introduction. Et cette dimension sensorielle devrait créer un cercle vertueux si on laisse s'afficher la dernière animation. Voilà, pour créer ce cercle vertueux au niveau de ces différents leviers qui sont décrits généralement dans la littérature scientifique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Sandrine. Merci à vous deux. Il nous reste quelques minutes pour répondre à des questions. Sandrine, une question qui voilà, on nous interroge sur le PNNS4. Est-il suffisant pour permettre de lever certains freins évoqués? Je pense que tu viens peut-être de renseigner les choses avec ta conclusion, c'est-à-dire qu'il ne faut pas miser forcément sur du cognitif, mais que des diététiciens peut-être entrent en jeu ou d'autres professionnels pour aller justement, quand on parle de légumes secs, d'aller favoriser des recettes appétantes peut-être et de lever les représentations. Le légume sec n'a pas bonne presse, hein, j'ai l'impression. Donc, je ne sais pas, c'est ce que tu en penses également. Je pense qu'il y a vraiment un gradient social et éducatif, en fait, aussi par rapport à ces légumes secs. Et il me semble que c'est très important finalement, le dénominateur commun, c'est le plaisir. Et je pense que c'est par le plaisir, par ce réinvestissement, en fait, cette réappropriation par le sensoriel, qu'on peut favoriser le passage à l'acte de consommation et du coup, par la familiarisation, par l'exposition répétée, le conditionnement positif va tout simplement en consommer et pas consommer des légumes secs parce que c'est bon pour la planète. Alors déjà, là, c'est quand même très culpabilisant et puis en plus,
on se sent plus ou moins… bon, pour sa santé, déjà, ça ne marche pas très bien. Vous imaginez, pour la planète, on a une distanciation qui est très forte quand même. Donc, l'implication, elle est peut-être moindre. Alors que si on consomme ces aliments ou si on propose des recettes juste parce que c'est bon, enfin, je ne sais pas, les falafels, par exemple, c'est délicieux. Enfin, pas besoin de dire que c'est bon pour la santé et la planète pour en consommer. Et je pense que c'est ce levier-là, ce levier culinaire, ce levier sensoriel qui me semble vraiment très important et qui doit être réinvesti aussi par la communication. Et si je peux compléter, Bien sûr. je pense que le levier économique pourrait, je pense même qu'il va devenir majeur. Parce que, étant donné l'inflation, le prix de la viande, des légumes, du poisson, franchement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va manger hein, quand on a un petit budget, à part des pâtes et des pâtes. Donc, effectivement, si on mettait plus ça en avant, ce serait un argument quand même vraiment probablement qui peut percuter, je pense. Ouais, et je rejoins tout à fait ce que tu décris, Nicole. La différence, ce que nous, on a observé en tout cas auprès des mangeurs justement qui sont dans une situation de contraintes financières fortes, notamment chez les mangeurs vulnérables, c'est qu'ils ont souvent cette habitude de consommer des pâtes et des produits, enfin des produits céréaliers et des protéines végétales, mais il n'y a pas du tout de conscientisation de la démarche. En fait, ils ont des pratiques qui sont durables, qui finalement sont saines et qui sont pour moi à valoriser, à mettre en valeur, puisque c'est eux qui ont raison finalement dans cette démarche. Et souvent, quand on leur demande pourquoi ils font ça, quelles sont les raisons, alors évidemment, on le fait un petit peu plus habilement que ce n'est pas un interrogatoire non plus, hein, c'est vraiment des interviews voilà, sociologiques un petit peu plus fines, on va dire. Les arguments qui sont donnés, c'est parce qu'on faisait comme ça dans ma famille. Et je trouve que ça, c'est vraiment des leçons à garder. Et c'est pour ça qu'à la fois, cette littératie alimentaire, je trouve ça à la fois intéressant et en même temps, je pense que ça renforce finalement cette distanciation au manger et retrouver par l'essence du plaisir et effectivement avec une contrainte financière dans un contexte sanitaire compliqué et inflationniste, effectivement ça devrait permettre le passage à l'acte, mais il ne faudrait pas culpabiliser ou montrer que c'est voilà, on va perdre quelque chose. Non, on va gagner autre chose. Est-ce que cela veut dire qu'il y a un réel enjeu à l'éducation des plus jeunes, à l'école, autour du plaisir, autour de la découverte d'aliments vertueux sur le plan de la durabilité? On a proposé dernièrement la création au ministre de la Santé par notre audition dans un rapport, la création de postes de diététiciens scolaires, comme il existe des infirmières scolaires, pour aller mener des actions d'éducation quotidienne et justement pour compléter les transmissions qui peuvent se faire dans les familles. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cela. Alors, sur le principe, je pense que c'est effectivement une très bonne idée, vu notamment les chiffres de prévalence de l'obésité, du surpoids. Donc, je pense que c'est intéressant. Après, tout dépend de la façon dont c'est fait, effectivement. Ouais. Si c'est, comment dirais-je, une démarche très éducative, très verticale, avec les pyramides nutritionnelles, je pense que ça va être compliqué. S'il y a effectivement des ateliers, la main à la pâte, l'appréhension par les sens, c'est-à-dire quelque chose qui relève plus de l'éducation sensorielle ou de l'éveil sensoriel, adossé à une démarche effectivement nutritionnelle, mais non culpabilisante. C'est ça qu'il faut manger. Mais plutôt se faire plaisir par de l'exposition répétée avec des aliments qui sont sains, mais on ne les nomme pas comme tels en fait. Ou après, dans un deuxième temps, ça me semble être effectivement une excellente démarche, effectivement. Moi, je suis évidemment, je prêcher une convaincue, je milite pour voilà, la réappropriation, le manger intuitif et la redécouverte par les sens plus que par le sens. Et Nicole, vous parliez de favoriser la consommation de fruits et légumes. Quel est l'impact du local et de la saisonnalité par rapport aux enjeux de durabilité? Est-ce que ça a été pris en compte dans vos travaux, dans vos équations? Alors oui, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions là-dessus.
Alors bon, je voudrais commencer par dire que je ne suis pas spécialiste en sciences de l'environnement ni en sciences agronomiques, et je pense qu'il faudrait que vous prévoyez, ou vous l'avez peut-être déjà prévu, d'inviter ces disciplines-là. Ce que je sais, c'est que dans les données qu'on utilise, nous, qui sont les données de la base Agribalise qui a été mise en place par l'ADEME et l'INRAE, les impacts environnementaux sont calculés par analyse de cycle de vie, c'est-à-dire qu'on va prendre les impacts pour chaque produit depuis l'amont agricole et pour chaque étape, donc la production, la distribution, la consommation, le transport, les transports à toutes les étapes, et y compris le transport du consommateur lui-même entre le lieu d'achat et son domicile, qui peuvent être absolument importants aussi, pour calculer l'impact d'un produit. La difficulté, c'est que ces données sont valables, enfin, sont disponibles pour des aliments génériques. Donc, c'est voilà, le yaourt moyen consommé en France, il a tel impact, tel impact, tel impact. Et pour connaître les différences entre un yaourt bio, un yaourt premier prix, un yaourt de marque nationale X, ben, en fait, il va falloir attendre d'avoir que chaque producteur soit en capacité de faire ses propres analyses de cycle de vie, ce n'est pas forcément demain la veille, parce que ça coûte très cher de faire une analyse complète pour un produit. Voilà. Donc aujourd'hui, on est un peu obligé quand même de se fier à ces valeurs moyennes, mais tout comme quand on regarde une table de composition nutritionnelle des aliments, on fait à peu près confiance à la teneur en vitamine C de l'orange dans la tapsicale, alors qu'on sait bien qu'elle peut varier beaucoup. Voilà. Bien sûr. Et quand vous parliez de ce modèle des 12 plats végétariens sur 20 en restauration collective, des personnes s'interrogeaient finalement, c'est quoi ces 12 plats végétariens en nature finalement? Oui, alors donc ce qu'on a fait, c'est que nous sommes partis d'une base de données de plats servis en restauration scolaire, et on a vraiment été chercher beaucoup de recettes végétariennes pour en avoir suffisamment et qu'il puisse y avoir de la variabilité dans nos tirages au sort, quoi, hein, puisqu'on a tiré au sort des séries de repas à 5 composantes. Et on a appliqué la règle du CNRC, donc la recommandation du CNRC sur les fréquences de service de 5 repas. Alors, je ne les connais plus par cœur, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens dans l'Assemblée qui les connaissent. Et notamment, par exemple, de ne pas servir plus d'une fois sur 5 plats végétariens des plats dits ultra transformés, par exemple. Et qui est... alors après, moi, je ne les connais pas, mais en tout cas, nos scénarios respectent ces 5 fréquences, et ça contribue probablement au fait qu'on a des bons résultats avec ces séries de 12 repas végétariens. Si on n'avait pas eu ça, ben, ce serait un petit peu moins bon. Vous parlez des 5 composantes, c'est ça, sur le repas? Non. Je parle de la réglementation du... Enfin, c'est pas une réglementation, c'est une recommandation du Conseil national de restauration collective sur les fréquences de service de différents types de plats végétariens, selon que c'est des plats à base d'œufs, que c'est des plats ultra transformés, que c'est des plats qui contiennent des légumes secs. Et donc, il y a 5 types différents avec chacun leurs fréquences qui sont conseillées. D'accord, très bien. Alors, il y avait une question sur le soja, notamment pour les plus jeunes. Alors, on a réalisé un webinaire au printemps dernier qui sera disponible sur notre webinaire, qui pourra répondre à ces questions. Et il était aussi question des pratiques agricoles sur l'impact environnemental. Est-ce que encourager les pratiques non conventionnelles, nouvelles agricoles peut aussi aider à viser plus de durabilité? Ou c'est spécifique encore, il faudrait faire intervenir quelqu'un du... Oui, ce serait plus sérieux en fait, de laisser parler les spécialistes sur cette question, en fait, je pense. Mais bon, il faut quand même dire que, par exemple, pour le bio,
les études qui ont été faites, par exemple, à partir de l'enquête BioNutriNet, enfin de l'étude BioNutriNet, ont montré que si les grands consommateurs de bio ont une alimentation un petit peu moins impactante sur l'environnement, ce n'est pas tellement parce qu'ils mangent bio, c'est parce que les consommateurs de bio mangent moins de viande. Donc ça, c'est quand même quelque chose à savoir. Ce n'est pas le bio en soi, parce qu'en fait, quand on regarde, en particulier quand on regarde les impacts carbone, et encore plus quand on regarde l'usage des sols, le bio n'est pas plus vertueux que le conventionnel. En revanche, les patterns alimentaires des mangeurs de bio sont plus favorables à la durabilité parce qu'ils sont flexitariens, voire beaucoup plus souvent aussi végétariens. Et juste une dernière précision pour vous, Nicole. Vous parliez de plat mixte dans votre préparation. Finalement, c'est quoi le plat mixte pour que tout le monde puisse bien comprendre le sujet Oui, dans nos de vos études, données? parfois on dissocie, on fait l'effort de dissocier ces plats, mais quand on les garde regroupés, en fait, c'est les plats composés de différents groupes alimentaires. Et dans l'étude, un cas sur les consommations alimentaires des Français, ça peut tout aussi bien être un plat cuisiné à la maison qu'un plat acheté tout prêt. Donc, dans les hiérarchies des coûts et les hiérarchies des impacts carbone que j'ai montrées, ces plats se situent au milieu, mais ce n'est pas tellement étonnant puisqu'ils sont un mélange des autres groupes alimentaires. Très bien, merci. Alors, nous arrivons au terme de ce webinaire, donc est venu le moment de remercier l'ensemble des participants parce qu'on était près des 300 participants et on vous remercie pour votre confiance. Je remercie également, bien sûr, Nicole Darmon et Sandrine Monnery-Patry pour leur présentation très riche, inspirante et qui vont sans doute éclairer bon nombre d'entre nous sur nos pratiques futures. Donc, un grand merci. On espère que voilà, ce webinaire aura plu à tout le monde. Et j'en profite pour vous dire que le replay sera disponible sur la médiathèque de la FDN et sur le site NutriPro du côté de Nestlé. Et on voulait aussi vous dire qu'on lance un jeu concours pour la proposition des meilleures recettes durables conciliant nutrition et respect de l'environnement. Donc l'idée, c'est de nous proposer des recettes équilibrées, respectueuses de l'environnement, faciles, rapides à faire, savoureuses et économiquement abordables, parce que c'est la définition de l'alimentation durable. Donc on rentre dans les dispositions abordées par vous deux ce matin. C'est que l'idée, c'est d'être dans le concret, le pratique, et non dans le cognitif pour arriver à faire évoluer aussi les personnes, les citoyens. Donc voilà, ça s'inscrit pleinement dans cette démarche. Donc vous retrouvez toutes les modalités sur le site AFDN. Donc à la clé, voilà, on récompense les personnes d'une adhésion à AFDN et d'abonnement à information diététique. Donc il y a 10 lots à décrocher. Et puis, à savoir qu'il y aura tout un tas de questions-réponses disponibles prochainement aussi sur nos deux sites AFDN et Nestlé pour venir vous renseigner sur les questions d'alimentation durable, sur les questions les plus fréquentes que vous vous posez et que l'on a pu extraire de notre enquête au printemps dernier. Donc voilà, dans cette idée de vous donner des outils, de l'information pour prendre pleinement vos rôles dans ces aspirations d'alimentation durable. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et j'espère à bientôt pour de nouveaux webinaires. Au revoir.